Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être dans ce nouvel épisode avec Philippe Paulus. Alors Philippe, il va nous parler de pas mal de choses assez intéressantes, surtout sur le concept de réunion, réunionnite, réunion foireuse, réunion constructive. Ce que se racontent les réunions sur nous, sur nous en tant que spectateurs, acteurs, en collectif, en petit comité, en grand comité. Je pense que quand on pense à des réunions, on a quand même pas mal d'images plutôt proches de l'ennui, de la répétition, et de mais pourquoi s'infliger ça? Donc ça reste assez Pourquoi je intéressant. suis là aujourd'hui? En fait, l'objectif, c'était quoi là? Parce que mon cerveau, il s'est éteint à partir du moment où je suis rentré dans la dans la salle. Malheureusement, c'est des réalités. Donc ça interroge quand même sur les organisations et sur la manière dont on fonctionne ensemble et pourquoi on challenge peu ou pas, ce genre de pratique. Je pense que c'est assez révélateur. Mais avant ça, donc Philippe, toi, tu as fait, une conférence qui s'appelle, «Changer le monde d'une réunion après l'autre». Donc ça, moi, juste le titre, franchement, chapeau. Je pense qu'il donne envie. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu, d'où tu viens? Chez ingénieur INSA, ça c'est beau. Moi j'aime bien. Mais avant ça, voilà, raconte-nous un peu qui tu es, rapidement, comme ça on te situe et après on rentre dans le vif du sujet. Et bah, écoute Bertrand, ouais, mais ingénieur INSA, mais avant en fait, il y a eu 4 ans de fac. Je dis souvent, j'ai fait 4 ans de fac, donc Doug, sciences fondamentales et puis à un moment, je comprenais plus ce que je faisais, donc du coup, je suis allé sur quelque chose d'un petit peu plus pratique, c'était l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme, OK, avec quand même une envie d'aller vers l'informatique, hein. Mais je dis souvent, j'ai appris à chercher à la fac et j'ai appris à trouver à l'INSA parce que bon, la maîtrise s'est plutôt bien passée. Hop, j'ai OK, fini à l'INSA de Rennes et du coup, je suis de Rennes, une ville que j'aime beaucoup. Et puis, donc voilà, ingénieur de formation, et puis très vite, informatique industrielle, et puis après, informatique tout court. Je suis rentré il y a 25 ans, j'étais rentré chez Soprasteria. J'avais fait d'autres petites boîtes de services avant, et puis j'ai fini directeur technique chez Soprasteria à Rennes. Et quand je suis parti, on était 40 000 dans le groupe et 850 quand même sur Rennes. Voilà, OK. donc c'était super intéressant. Et maintenant tu fais quoi? Là, c'est quoi là, depuis les 5 dernières années? C'est quoi ton focus? Voilà, et aujourd'hui, bah, depuis 2018, je suis consultant indépendant, je suis coach agile. OK, Voilà, depuis 2018, spécialisé Scrum, Kanban, voilà. Peut-être que c'est des mots qui parlent à certains et puis pas du tout à d'autres, mais c'est pas grave. Et puis il y a 1 an et demi, j'ai rencontré Louis Vareille, qui est un passionné de réunion. Voilà, on va résumer ça comme ça, hein. Il en a fait 13 000 dans sa vie. ouais, bah, alors ça, si tu veux, 13 000 ans de ta vie, tu veux prendre des gens du CAC 40 qui ont 25 ans, ils peuvent te dire: «Moi je t'explose», hein, puisqu'on faisait les Exact, réunions, mais tout à fait, mais tout à fait. Et heu d'où l'importance, tu vois, du fait qu'il y a des personnes qui passent leur vie, quoi. Donc, comme tu disais, Bertrand, c'est un sujet, en fait. C'est un sujet. Bon, il a inventé une méthode, voilà, de préparation, de lancement, d'animation et de clôture de réunion. Et moi, qui suis toujours en réunion en tant que consultant, soit pour travailler avec mes clients, soit pour animer des choses jusqu'à 150 personnes dans des PI planning, des trucs comme ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait m'apprendre ce gars-là? Voilà. Et OK. puis, bah, on va en parler un peu aujourd'hui de qu'est-ce qu'il peut m'apprendre et qu'est-ce que peut-être moi je peux vous donner comme Comme tips. éléments vis-à-vis de ça. Donc, toi, tu avais une catchline qu'on avait bien aimé avec Thomas. Tes réunions racontent qui tu es. Mais avant ça, nous, on voit dans notre étude que sur les CIO Office, une des premières missions, c'est, de travailler sur, la gouvernance, la manière de travailler en collectif parce que globalement, il y a une inefficience, qui peut avoir plein de implications, hein, liées à la priorisation, à la sous-capacité, à la surcharge et cetera. Et au centre de tout ça, il va y avoir, la réunion pour, des process et cetera. Et toi, tu dis: «Bah, en fait, tu beau faire ce que tu veux, si tes réunions sont nulles, ta transformation, elle va patiner». À quel point, tu fais, ce diagnostic-là aujourd'hui, là, depuis que tu as fait un peu ce pivot, agile versus réunion? Enfin, qu'est-ce que tu as vu où tu te dis: «Mais en fait, what the fuck, ils sont en train de mettre, des trucs de dingue alors que leurs réunions sont pétées, il y en a trop». C'est quoi le la prise de conscience que tu as eue? Alors le waouh, parce que moi souvent je travaille un petit peu à tous les niveaux, Mmh. de l'équipier, au patron. Le waouh, il y en a eu 2 quelque part. Il y a le waouh sur l'agilité, des fois c'est pas compris, c'est pas utilisé en fait. Et j'avais fait une conf sur l'agilité dans le langage de Molière, tu vois, parce Ouais. que justement, arrêtons les incréments, les machins. Vous parlez de quarter, c'est bien suffisant. Allez, un trimestre. C'est quoi l'ambition du trimestre? Mais nous, tu sais, on se fait bâcher souvent sur LinkedIn sur ça, mais en fait, on a juste dit: «Bah, en fait, les gars, PI planning, ça parle à personne en termes de gens normaux». Et en fait, on parle de trail business, mais pourquoi on arrive avec des mots,
à nous, enfin, les gars, ils fonctionnent au trimestre, ils parlent de quarter review, de quarter, et en gros, c'est tout le temps les mêmes questions. Pourquoi inventer des trucs? Enfin, je sais pas. Je pense qu'on aime bien ça, tu vois, les gens se faire mal. Ouais, ouais. On se dit c'est un nouveau truc, ça va marcher mieux qu'avant, etc. Mais bon, c'est des concepts qu'il y a derrière. Donc le waouh, c'était ça. En fait, la réunion, c'est vraiment la courroie de transmission de ce qu'on veut, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Le montant, le descendant, etc. Quand est-ce qu'on se le partage? 99% du temps, c'est en réunion, en fait. Voilà. Mhm. Et moi, j'en ai fait jusqu'à, là, mon record, ça doit être 179 personnes en réunion. Alors, c'est plus vraiment des réunions, mais, et le waouh, c'est des fois, tu sors avec les équipes et tu vois qu'elles n'ont pas suivi, en fait. Ça n'a pas suivi. Je pense que ça, c'est la majorité. C'est-à-dire que des fois, Alors il y a non, pas. non, mais non, c'est pas la majorité. Il faut aller chercher, faut aller rechercher Ouais. justement le sens, etc. Non, pour mais que c'est la majorité des réunions dans une organisation. C'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, c'est qu'une réunion, c'est la phase solution méthodologique de facilité pour dire on Mm, résout un problème. mm. Où on transmet de l'information, où on va chercher de l'adhésion, etc., etc. Mais on le fait sans le faire. Ouais. Voilà, donc très souvent, on met des gens autour de la table. Je vais être un peu dur, hein. Ouais, mais vas-y, moi j'aime ça. Moi j'aime quand c'est comme ça. Et on leur dit pas, en fait, si je vous ai mis autour de la table, c'est pour telle raison. On le dit pas, on le dit plus, on n'y pense pas, ça devient un peu des automatismes. Non. On n'ose même pas aller chercher quelqu'un en disant, écoute, Jean-Michel, je vais te présenter l'architecture que je propose. J'attends à la fin de ma présentation que tu me dises si c'est OK pour toi. Est-ce que tu vas l'appliquer? Parce que c'est ça que je viens chercher dans cette réunion. Sinon, c'est pas la peine qu'on soit réunis. Tu vois le truc. Et ça peut être chercher un budget, ça peut être chercher une décision, ça peut être, etc. Et je vois souvent, et je suis potentiellement le premier à le faire, hein, donc dans tout ce que je vais dire, il n'y a aucun jugement, hein. Mais on prépare nos slides, tu vois, on essaye de se dire, je vais montrer tout ce que je souhaite, etc. Mais on le montre parce qu'on va chercher quelque chose. Mais du coup, tu vois, dans les réunions, déjà, les réunions de passation d'informations. Ouais, Bon, ok, quand tu as une information qui est un peu dure à envoyer, qui nécessite de la pédagogie, ou de créer les conditions d'un dialogue au moment de l'information. Là, la réunion, elle a son sens. Mais la majorité du temps, en termes de je fais passer une information, c'est j'ai la flemme ou on n'a pas une culture de l'écrit qui est suffisante pour que les gens prennent le temps de le lire, d'être synthétique et de croire dans la donnée pour que quand on se voit, ça soit pas une prise d'information, mais tu vois, un échange constructif sur des informations qui ont été assimilées parce qu'il y a des points à soulever. Déjà, juste ça, non? ouais. Non, mais là, tu as super raison, Bertrand. Tu lèves un sujet qui est la partie préparation, quelque part. Préparation de celui qui fait la réunion, mais de celui Préparation de qui la la reçoit réunion. aussi. Ouais, ouais, tout à fait, exactement. Souvent, les gens, ils arrivent mal préparés. Mal préparés parce que souvent, ils n'ont pas la data avant. Et mal préparés parce que ils ont tellement de réunions qu'ils n'ont même plus le temps de lire, voilà, une recommandation, de la data ou quoi que ce soit. Donc finalement, tout le monde arrive à la fleur au fusil et tout le monde fait le max, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de jugement. Et les gens arrivent mal préparés. Or, il y a un point qui, avec la rencontre avec Louis, mais quand tu as une réunion, il y a 50% d'introvertis déjà. Tu vois, dans la population, on est 50, extravertis, introvertis. Ça veut dire que quand tu invites des gens à une réunion, que tu ne leur as rien donné en input et que tu leur as pas donné le temps de préparer, ces gens-là ne servent à rien, d'accord? Donc tu as déjà la moitié de ta population que tu mets de côté parce que tu ne leur as pas donné les éléments pour se préparer. Et ça, c'est hyper dommage parce que ils ont des bonnes idées, ils ont des bonnes réflexions. Il faut juste, par contre, leur donner le temps de préparer tout ça, tu vois. Donc déjà, tu vois, dans toutes les réunions, toutes celles qui n'ont pas été préparées par l'animateur et préparées par le participant, tu peux te Ouais, dire que déjà, voilà, 50% des personnes, des gens sont inutiles. Et après, tu vois, la qualité des échanges, on peut bien imaginer qu'elle va pas être au top. et du coup, tu vois, c'est un peu des fois la distinction que je trouve. La réunion, c'est le fourre-tout. Le workshop, c'est un objectif ciblé. Parce que le workshop, tu as ce côté un peu groupe quand même, tu vois, c'est la même chose. Et en fait, ce que je vois, c'est que les gens qui veulent faire un workshop se Ils le mettent préparent. beaucoup plus
dans une logique de qualité, de préparation, d'objectifs, de clarification. Et donc déjà, toi, tu as un niveau de qualité. Et ensuite, j'ai l'impression que la réunion, c'est un fourre-tout d'objectifs. Donc, tu as, tu sais, tu as les réunions très transverses sur tout. Bon, à la fin, cognitivement, tu as travaillé sur trop de choses en râteau pour que, en fait, ça puisse être intéressant, etc. Ouais. Et donc, du coup, moi, ça m'interroge énormément dans le fait de dire, c'est la responsabilité de qui, dans une organisation, d'avoir un niveau de réunion Heu au bon niveau. Parce que tu vois, par exemple, le truc qu'on a tous lu et qui est quand même inspirant, même si bien sûr c'est storytellé, c'est, Jeff Bezos qui a interdit les PowerPoint dans la réunion et qui dit, dans les réunions de top managers, quand on arrive dans une réunion, on a toujours un quart d'heure pour lire le one pager parce qu'on sait très bien que le gars, il a pas eu le temps de le lire et cetera, mais on veut être certain et après le quart d'heure, tout le monde s'assoit, tout le monde le lit et après le quart d'heure, on commence à parler. Bon, c'est très inspirationnel. Est-ce que c'est vrai à 100 à 50 je C'est sais pas. vrai, c'est Non, vrai. mais voilà, tu vois, je sais parce qu'il faut se méfier les Américains, tu sais? Ah non, c'est vrai, c'est vrai, Bon, c'est vrai. du coup, ça a été la responsabilité quand même du number one, en termes de direction générale et actionnaire, en fait, qui Ouais. dit: «L'inefficience de l'organisation et la façon de collaborer se joue aussi dans la réunion et je donne des guidelines très dures, très précises que je m'applique quand même». Est-ce que ça, tu l'as déjà vu dans d'autres boîtes? Est-ce que ça, c'est complètement, pas du tout la culture française? C'est, tu vois, c'est quoi le rapport à qui change ça chez nous? En France, hein, je parle. Et est-ce que tu vois une amélioration là-dessus ou alors les Français, on s'en fout complet de ça? Non, mais tu sais, c'est le DG d'une ETI ou d'une PME où en gros, tu sais, c'est: «Non, non, mais ça, c'est les tuyaux, on s'en fout», et lui, tu sais, il y a des façons d'être, tu vois, qui sont quand même différentes culturellement. Mmh. Bah, écoute, tu as donné, beaucoup d'éléments de réponse. Quand tu dis: «Qui s'en occupe?» et que tu parles de Jeff Bezos, c'est un introverti. Donc en effet, c'est le six pager, tu as 6 pages max pour expliquer ta problématique, tu as 20 minutes de silence, hein, donc c'est silent meeting. Silent meeting, c'est vraiment ça, Ouais, silent meeting. ouais, ouais, ouais. Et après, ça y est, tout le monde est au même niveau d'information, introverti, extraverti. Ceux qui n'avaient pas eu le temps de venir préparer, et ils l'ont pris parce qu'ils ont eu ces 20 minutes. Et là, bah, la qualité, elle n'a plus rien à voir en fait. Bon, donc, euh, il faut préparer, et j'aime bien ton idée là, il faut préparer les réunions comme on prépare les workshops, en fait. Donc ça, premier point. Deuxième point, qui doit montrer l'exemple? Tu as donné la réponse. Ça vient du top management. Ils doivent être exemplaires. Et après, ça redescend, tu vois ce que je veux dire? Comité de Ouais. direction, comité exécutif, etc. Si tous ces personnes prennent le temps, et je sais que c'est compliqué, mais si ils se disent on va préparer nos réunions comme nos workshops avec des objectifs clairs, avec un déroulé clair pour que ça marche, avec des attentes claires, ben ça y est, on transforme. Et après, ça va descendre parce que du coup, tu as les niveaux hiérarchiques qui vont voir ceux du dessus travailler correctement, se dire c'est super efficace en fait. On peut faire des moments hyper efficaces. Et du coup, ils ont le modèle, voire même potentiellement ils ont l'exigence parce que ils se disent faut que je sois au niveau. Si le patron lui-même fait des trucs nickel, moi je peux pas faire autrement en fait. Et ça redescend. Et tu vois, ça me fait penser à une banque là du côté de Brest. La patronne d'un service, elle a dit on n'en peut plus, c'est pas quali nos réunions. On y est toujours. Donc beaucoup de monde, beaucoup de temps, et l'efficacité au final, qu'est-ce qui en ressort? Pas dingue. Donc elle a eu le courage, mais moi je pense qu'il y a un vrai courage managérial, tu vois, et puis potentiellement qui peut remonter jusqu'à la direction, d'oser dire, franchement, je pense qu'on peut s'améliorer, tu vois. Et on a pris tout le groupe avec Louis, et puis on les a formés à une méthode qui marche bien, et qui prend en compte, tu vois, introverti, extraverti, et puis après, préparation, lancement, déroulé, conclusion, et qui fait que maintenant, bah, c'est beaucoup mieux. Mais tu sais, dans les réflexions qu'on peut avoir, des gens qui ont, 45-50 ans, tu vois, par exemple, sur la notion de projet, sur la notion de préparation, tu sais? Avant, les projets, on les cadrait, maintenant, on les cadre plus. Là, il y a des discussions autour de ça et il y a aussi des discussions tout. Non, mais avant, les réunions, on les préparait, il y avait des comptes rendus. Maintenant, machin. Tu vois, c'est comme si, il y avait eu un rejet de l'écrit qui servait à rien, tu vois, le compte rendu qui sert à rien, tu vois? Quand on voit que personne ne lit. Et il y a aussi une question de, on ne forme pas nos managers dans une entreprise sur ce genre de choses, tu vois? Enfin, en gros, on considère que s'il est là, c'est qu'il sait gérer une équipe et en fait, ça se voit les problèmes pas dans l'équipe,
mais quand c'est en transverse entre les managers ou entre les équipes, hem, du coup, quand on vient te chercher à toi, c'est qu'elle en a la boss là, elle en a vraiment marre de voir des réunions complètement pétées et elle se dit: «Non mais je peux plus continuer comme ça». C'est une souffrance pour elle, personnellement dans ces réunions ou c'est parce qu'elle voit ça sous le signe de l'inefficacité de l'organisation? Parce qu'on pourrait très bien dire, je je vais chercher de l'efficience parce que je vais pas recruter deux trois personnes pour faire, des choses que le système est nul, en fait. On va améliorer le système, on va pas recruter. Tu vois, c'est quoi les moteurs? Bah, les moteurs, c'est ça, oui, alors le moteur, c'est le courage quand même d'oser le dire, OK. parce que très souvent, moi, les gens que j'ai alors en réunion ou même dans l'agilité, ils ont perdu le sens et pourtant ils baignent dedans à longueur de journée. C'est-à-dire que moi, j'ai des managers jusqu'à 35 heures de réunion par semaine, en fait, c'est devenu leur vie. Et puis par contre, si tu leur dis, et agilité pareil, hein, vous avez été formés? Non, 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 on n'a pas été formés soit à l'agilité vraiment, tu vois, au sens et à leur responsabilité dans cette méthode ou à leur responsabilité vis-à-vis des réunions dans leur organisation. Donc très souvent, il y a ce déficit de formation. Voilà. Et il y a très peu d'écoles. Bah, nous, à l'INSA, on a rien eu là-dessus, quoi. Faut être honnête, hein. C'est un genre de truc où on a l'impression que tout le monde est un peu né avec je sais faire des réunions, mais c'est pas vrai. Et c'est normal, c'est une compétence. C'est une compétence. Voilà. OK. On l'a pas. Et nous, on essaye quand il y a une honnêteté managériale de se dire, je crois qu'on l'a pas terriblement, nous. Eh ben, on y va et puis on essaye d'aider là-dessus. Je vais fixer, voilà, ils ont la réunion du vendredi tous les 15 jours, machin et je vais fixer cette réunion-là. Est-ce que c'est, non, c'est on va créer une culture de pour changer la manière dont on fait les réunions, une culture globale d'entreprise? Ou est-ce que c'est, on va mapper les natures de réunions que vous avez dans l'organisation, à quoi elles servent et on va proposer aussi une organisation différente parce que, tu vois, par exemple, moi, dans mon métier, j'aide les organisations à créer les moments synchrones, du coup des réunions, sur, les logiques capacitaires. J'aide, les entreprises à créer des bons moments synchrones sur la logique de tracking des gains et même des fois sur, la logique du manager du DSI avec CN-1 sur, le point d'étape, de toutes les semaines, tous les 15 jours de ce qui se passe. Tu vois, c'est quoi, vous, vos points d'entrée par rapport à ça? Parce que c'est pas forcément la même chose. Ouais, tout à fait. Mais il y a un peu de tout ce que tu dis, hein. OK, ça dépend, ça peut arriver de Ouais, c'est ça. ouais. C'est-à-dire que soit on a quand même un bon focus sur la réunion. Par exemple, une réunion projet, bah, c'est pour faire avancer le projet, d'accord? Une réunion d'équipe, c'est pour faire avancer l'équipe, d'accord? Une réunion de pilotage, c'est pour prendre des décisions, etc. On peut aller auditer et voir est-ce que le titre de la réunion correspond à ce qu'on y fait vraiment. Ça, c'est déjà le premier point. Et si c'est pas le cas, on recadre, on dit ça, ça n'a rien à faire dans la réunion, ça non plus. Euh, et après, quand le titre correspond au contenu, eh ben, c'est comment on travaille sur le lancement, l'animation, la clôture de ça. Voilà. Donc, on essaye après d'amener de la méthode pour que bah ouais, les gens se disent bah super, super, moi j'ai pas perdu mon temps, je ressors avec de l'énergie et, euh, et après bah ça change tout en fait. Est-ce que quand tu es dans une organisation comme ça, en dehors de l'amélioration de certains points synchrones, tu en supprimes combien de points synchrones qui servent strictement à rien ou, parce qu'on n'a plus besoin de les faire parce que dans un point synchrone, on traite des sujets X, Y, Z? Parce que tu vois, c'est bête à dire, toutes les réunions ne sont pas à garder, quoi. Heureusement, d'ailleurs. Ouais. Alors heureusement ou pas, ouais, j'interviens dans des contextes entre guillemets agiles. Alors souvent dans ce contexte-là, j'ai beaucoup de monde qui me disent on est toujours en réunion. Moi, ça me questionne parce que tu vois, tu fais une réunion de lancement entre guillemets de ton sprint, de ton itération, de Mmh. ton quarter, bon, ok. Et je dis n'importe quoi, mais si ton itération elle dure un mois ou 3 mois, bah, tu en as une en lancement. Et puis tu en as une à la fin pour faire le bilan. Mais après, on en met d'autres en fait, tu vois. On en met d'autres et c'est là-dessus où ça commence à des fois devenir un petit peu flou. Euh, et surtout le truc, et là je reviens un peu plus à l'agilité, c'est que on a les réunions dites agiles. C'est cool. Mais souvent, les entreprises rajoutent
leurs anciennes réunions. Donc, en fait, on accumule 2 systèmes de gouvernance. La gouvernance entre guillemets agile et la gouvernance historique de l'entreprise. Donc, à la réponse, qu'est-ce qu'on enlève? Ben, quand vraiment on avance vers l'agilité, on essaye justement d'enlever les réunions historiques de l'entreprise et tout d'un coup, on n'est plus tout le temps en réunion. Donc toi, tu dis que c'est parce qu'il superpose les 2 systèmes? Ouais, très souvent, très souvent. Et pourquoi il y a un sens à ça? C'est que quand même, dans l'agilité, on ne résout pas tout. Comment tu gères tes RH en agilité? Il y a rien qui est proposé là-dessus. Non, voilà. Donc, faut trier un petit peu ce qui est nécessaire de garder des réunions historiques qui ne sont pas traitées dans la partie gouvernance agile. Donc, faut faire un petit peu le tri, tu vois. Et là, après, on a le bon compromis. On a un peu le système d'exploitation optimisé de la boîte, plus la partie agile, et tout ce qui était un peu en doublon, on l'enlève. Mais moi, ce que je vois aussi, franchement, c'est que ils réfléchissent en réunion de gestion d'informations, de choses qui se passent en flux tendu et ils réfléchissent pas forcément à réunion pour, des processus cibles. Par exemple, bah, c'est plus efficace en général de faire une réunion dédiée au budget, Mmh. avec une fréquence qui doit être adaptée à l'organisation parce que quand tu fais 7 réunions budget, bah, déjà tu as les personnes qui sont intéressées par le budget qui sont là-dessus et que du coup l'entrant et la sortie, elle est très, très précise. Donc du coup, ça marche bien. Eux, ils vont plutôt avoir des réunions fourre-tout. C'est-à-dire qu'ils prennent les personnes et Et ils vont dire: «Bon, on va tout traiter» et donc du coup, en fait, au final, donc il y a une question de spécialisation de la réunion, par rapport à un processus, cible, ou par, use là, case cible. ouais, tu touches du doigt un élément qui est essentiel, capital, je ne sais pas quel mot utiliser, qui est l'objectif de la réunion. C'est quoi mon objectif? Donc, quelque part, il y a de la clarification. Voilà. Et c'est le point numéro un à travailler. Mais du coup, tu vois, il y a une question de focus, de précision. Parce qu'après, ils peuvent te dire: «Oui, mais attends, du coup, si on doit faire 3 réunions pour parler budget, gain et CAPA, ça nous fait Mmh. 3 réunions alors». Surtout que par rapport à ce que tu dis, Bertrand, donc tu vois, avoir un objectif clair, hyper clarifié, et se dire, est-ce que pour l'objectif du budget, pour l'objectif de la CAPA, pour l'objectif, je sais pas, de la faisabilité, pour l'objectif de je sais pas quoi, est-ce que j'ai vraiment besoin des mêmes personnes? Mmh. Si c'est le cas, la réunion fourre-tout, j'ai envie de te dire, elle est pas si mal que ça, parce que ça évite de se... Et Si les surtout si, responsabilités sont bien claires, ouais. si les responsabilités sont bien claires, et surtout si la cadence, c'est-à-dire que la prise de décision sur peut-être ces 4 thèmes, est la même pour ces 4 thèmes. Donc tu te dis, c'est la même cadence, c'est les mêmes personnes, donc oui, allez, j'optimise, je fais tout en même temps. C'est une option. Mais ça déjà, c'est déjà assez rare que ça soit les mêmes personnes et la même cadence. Et je te raconte pas si tout d'un coup, c'est plus les mêmes personnes. Donc là, tu as 10 personnes, tu en as 3 qui vont s'occuper entre guillemets du budget, tu en as 3 qui vont s'occuper peut-être de la faisabilité, de je sais pas quoi, de l'urbanisation, de machin. Et là, on a un fourre-tout où à chaque fois, tu en as 3 qui sont intéressés sur 10 minutes et point barre, tu vois. C'est un peu tout le temps Mais comme ça, ouais. ton objectif est pas clair. Alors nous, on a une question qu'on pose souvent, la question magique, on appelle ça, c'est qu'attends-tu de moi? Ok, tu m'as invité. Moi, je suis Urba, tu m'as invité dans la réunion. Mais qu'attends-tu de moi? Parce que là, je comprends pas. À l'agenda, je vois budget, je vois ceci, je vois cela. C'est quoi mon rôle? Mmh mh. Tu vois. Et des fois, rien que de permettre dans une société aux gens de pouvoir poser la question qu'attends-tu de moi? Tu vois, la sécurité psychologique qui va derrière. Je vois bien, ouais. C'est déjà le premier step pour qu'après, on se dise, mais attends, juste, je viens d'arriver en réunion là. Jean-Michel, qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que j'ai pas vu ton agenda. Donc, ou alors c'était point RH et je vois pas ce que je fais là. Mais tu vois, d'être capable d'oser te poser ça, ça permettra de dire, bah, attends, ce que j'attends de toi, c'est que je sais pas que tu valides ceci, valides cela. Ah bah je comprends mieux, donc je reste. Ou alors, bah non, non, c'est vrai que je t'ai invité par habitude, parce que je veux pas que tu le prennes mal, parce que tu es aussi un peu au niveau de tout le monde, tu vois, en termes de level. On n'est pas là pour que tu me fasses plaisir ou je sais pas quoi, ou sur l'ego. Moi, j'ai rien à faire là. Bossez bien les gars et les filles, et à plus tard. Donc, tu vois, là, vraiment, c'est quoi mon objectif précis? Tu vois, la réunion, idéalement, moi, je vois ça comme un point de bascule. Il y a avant et il y a après.
Donc pendant le truc, c'est qu'est-ce que je viens chercher, de qui j'ai besoin. Et je crois que c'est, je sais plus si c'est au Danemark ou en Norvège, ils sont capables de faire des réunions de 7 minutes. J'ai un point que je veux voir avec vous, j'attends une décision sur tel sujet, je vous ai envoyé les recommandations il y a 3 jours. Est-ce qu'on peut se voir? Tout le monde a lu, machin, etc. Ils arrivent, moi je pense ça, moi je pense ça, moi je pense ça. 7 minutes, on a pris la décision, c'est fait. Bonne journée, bon travail. Alors moi je suis plutôt franco-français, hein. J'ai pas trop bougé, bon, donc c'est des choses qu'on me raconte. Dans les boîtes, et voire même dans les grosses boîtes, c'est pas souvent l'idée en fait. On a mis un créneau d'1 heure, bon, on va le remplir. On va le remplir. Et moi, potentiellement, je peux faire exactement la même chose. Là, je fais de plus en plus attention. Et tu vois, il n'y a pas de jugement, mais voilà, on met un créneau d'1 heure, on le remplit et on discutera. On trouvera toujours des sujets à discuter. Parce qu'en plus, on est tellement occupé que des fois, on n'a pas eu le temps de croiser Jean-Michel dans le truc. Et c'est le seul moment où on peut croiser Jean-Michel et lui dire, tu sais, j'aimerais bien que tu m'aides sur tel truc. Et tu vois ce que je veux dire? Donc, on dévie, on détourne, on bricole, en fait. Et est-ce que tu crois si on disait, vas-y, dans notre plan, c'est dans 10 ans, les ETI, grosses PME françaises, ont changé leur manière de travailler, liée à ces réunions pour vraiment être efficaces. Euh, on dit quoi à un dirigeant pour qu'il se rende compte du problème? Parce qu'en fait, le problème, c'est, ouais, non, mais ça va prendre des plombes à changer, ça va coûter cher. Tu vois, c'est toujours une question de le pain, mais aussi, du coup, donc le gain, mais aussi la difficulté pour avoir ce gain et le coût. Parce que c'est quoi un peu, tu vois, ce message, pas pédagogique, mais de transparence qui fait que la personne, elle peut y aller ou pas? Écoute, je sais pas si on a le choix de pas y aller, en fait. Tu vois? Il y a un besoin d'efficacité et tu sais, quand je te parle d'objectif, il y a une vraie question de sens, en fait, tu vois? Et je vois plein de gens qui vont dans des réunions, ils comprennent plus le sens. Donc tu es plus efficace, tu as le sens du truc, tu comprends ce qu'on attend de toi, donc bah, tu es plus impacté. Si je te dis: «Bertrand, on a une réunion dans 10 minutes là, ce que je vais attendre de toi, c'est que tu me valides le budget machin», tu vas pas écouter, tu vas pas regarder, tu vas pas préparer de la même manière que si je te dis: «Ouais Bertrand, on a une réunion dans 10 minutes, point barre». Tu vois? Bon. Et après, le gain de ça, la prise de conscience des patrons ou des top managers, etc., je pense que c'est assez facile, hein, c'est juste en observant et en étant un peu exigeant. Après, il y a peut-être cette notion de courage. Est-ce que j'ose dire, il faut qu'on bosse sur ce sujet-là? Et à partir du moment où on dit, il faut qu'on bosse sur ce sujet-là, franchement, en moins de 3 mois, le problème est résolu, en fait, hein. Tu vois, tu vas chercher les bonnes personnes qui actionnent les bons leviers, avec une exemplarité de tous, et en commençant par le patron ou la patronne, et après, ça crante en fait. Mais tu sais, quand tu dis ils ont pas le choix, mais moi, ce que je vois, c'est que ils ont 20 sujets cette semaine où tout le monde leur dit qu'ils ont pas le choix. Et la RGPD, la facture électronique, le marché machin, le concurrent qui a ça, Ouais, t'as raison, tel t'as machin et raison. tout. Mmh. En gros, que le sujet, soit, on va dire nativement compris que c'est un sujet important, je pense que ça c'est OK. Par contre, il manque ce côté rationnel de coût, de gain, de comment tu y apprends, tu vois, de Ouais. mise en pratique, j'ai l'impression en fait, moi, je vois beaucoup de choses dans les organisations, tu dis: «Mais what the fuck, ça fonctionne comme ça, en fait, dans la vraie vie?» Heu, j'ai rarement vu, très, très rarement vu, des gains de projets qui ont été vendus en phase de demande et où il était poussé, où il y a eu le budget qui a été vendu posé sur ces projets-là parce qu'on a des gains cibles à 3, 6, 12 mois du projet et cetera, qui sont vraiment regardés à 3, 6, 12 mois. Donc tu as des boîtes qui ont mis pendant 10 ans des budgets sur des projets, mais qui n'ont pas la culture, l'effort, les équipes, les personnes, les processus pour juste checker si les gains qui avaient été promis sont au rendez-vous ou pas. Donc en fait, tu dis: «Bah, en fait, à quoi ça sert de faire un cadrage projet? Ça sert strictement à rien». Et donc tu vois, des sujets où tu te dis: «What the fuck, c'est normal, mais c'est en mode, c'est pour sauver la boîte qu'il faut faire ça». J'ai l'impression qu'il y en a plein. Et il faut encore convaincre, il faut encore montrer les ROI et les coûts d'inefficience et cetera sur ce genre de choses. On s'est habitué à une forme alors je ne veux pas être méchant, mais de médiocrité autour de certaines pratiques qui ont des gros impacts sur les individus, sur les groupes et sur l'organisation. Mais en même temps, quand je regarde mon voisin, il fonctionne aussi pareil. Donc bon, tu vois, c'est un peu en mode, tu sais, franchement, je suis pas si pire. Ouais, 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 mais t'as raison. Et tu vois, moi, je vois beaucoup de systèmes entre guillemets saturés. Quand je dis système, c'est Ouais. organisation.
Système global, ouais. Ouais, et c'est des fois pour ça qu'ils se tournent vers l'agilité, parce qu'ils viennent me voir, ils me disent: «Philippe, on n'y arrive plus. Voilà, on a une façon de faire, on n'y arrive plus. Est-ce que tu aurais pas une méthode magique qui pourrait résoudre des problèmes?» Et donc c'est voilà, il y a des boîtes qui vont un peu des fois vers l'agilité pour ça. Mais pour revenir à ton point, ouais, ils ont tellement d'obligations, tu as raison, hein, RGPD, des lois, des choses à appliquer, ouais, la réunion là-dedans, quelle place, quel budget, quelle envie même des fois d'y aller en fait, puisqu'on a déjà tellement d'autres trucs qu'on n'a pas le temps de faire et qu'il faudrait faire. Donc je sais pas trop quoi te répondre, je peux juste te dire, heu, une formation, la régnologie, c'est je ramène un peu le truc à ça, Ouais, mais ça marche. c'est, s'ils ont le temps, une journée, s'ils ont pas le temps, une demi-journée. Donc tu vois, on n'est pas déjà en train de dire: «C'est un truc qui va durer des années». Après nous, on fait durer un petit peu le plaisir parce que dès qu'on les a formés, on les suit. C'est-à-dire qu'on leur dit: «Vos prochaines réunions, vous nous envoyez les formats, et les exercices liés à notre formation, à la méthode». Et on fait ça pendant 2 mois pour qu'ils soient entraînés. Parce que tu sais, des fois, on forme et puis après, allez, débrouillez-vous. Non. Nous, on forme et après, on accompagne le temps de la montée en compétences. Et ça, c'est assez sympa. Mais ça veut dire que le lendemain de ta formation, ta prochaine réunion, tu l'as fait avec le nouveau format entre guillemets. Tu vois? Et pour te mettre le pied à l'étrier, on aide les personnes à rentrer leur réunion dans un format qui est efficace. Voilà. Donc tout ça pour te dire que finalement changer, ça, c'est pas si consommateur de temps ou cher, mais il faut surtout de la volonté et de l'envie en fait. Donc tu as complètement raison, ils ont le choix, il n'y a pas d'obligation, hein. Mais quand même, moi après dans les grandes boîtes que j'accompagne, il y a quand même tu sais, un aspect RH, un aspect faire monter le collaborateur ou la collaboratrice en compétences. Donc il y a quand même des plans de formation. Donc il y a quand même des petits espaces où on peut venir mettre ces nouvelles compétences en œuvre et donc essayer de faire progresser le collectif. Et les organisations, elles ont des dysfonctionnements majeurs, si tu veux, il y en a qui font 10, 50, 200 millions de chiffre d'affaires. Donc du coup, le patron, le comex et cetera, si tu veux, la boîte, elle continue d'avancer. C'est pas comme si la boîte, elle était à l'arrêt. Tu sais, en fait, moi, très souvent, on vient m'appeler parce qu'on voit qu'on n'y arrive plus. Donc, tu as des gens qui commencent à se dire, si on continue comme ça, on va plus y arriver. C'est un fait, mais c'est surtout qu'on va imploser ou exploser. Mmh. Donc, il va vraiment se passer quelque chose de pas terrible. Et peut-être que pour les réunions, il y a peut-être, bah, tu vois, là, une patronne, comme je te disais, dans une banque à Brest, elle s'est dit, il va vraiment se passer dans le service à 40 personnes des trucs pas terribles si on continue. Tu parlais de burn-out, tu parlais de tout ça. Tu vois, ça peut un petit peu venir se mélanger et du coup, prise de conscience en disant, bon, allez, stop, on fait quelque chose. Voilà. OK. Là, il y a une boîte, je vais à Deauville le 24. C'est pareil, ils passent leurs semaines, hein, alors c'est des cadres dirigeants, donc je vais en avoir 40. Et puis ils avaient le choix dans plusieurs sujets. Puis nous, on a proposé un sujet sur la réunion, bah, leur organisation, etc. Bah, il y a les trois quarts qui ont choisi d'aller à un atelier pour parler de ce sujet. Donc tu vois, il y a une vraie appétence des gens en disant ça peut plus durer, quoi. Moi, je différencie aussi 2 typologies de réunions. Il y a les réunions qui sont, récurrentes et les réunions one shot. Les réunions one shot, en général, quand ils les font, c'est qu'ils ont un souci particulier. Donc, il y a une forme d'objectif, déjà de base parce qu'en gros, là, on a un os et du coup, on va parler de l'os. Alors, c'est pas forcément préparé, on invite des fois beaucoup trop largement, blablabla, mais il y a quand même un objectif. Celles qui sont les plus, les moins quali, c'est je trouve, c'est les réunions récurrentes. Ouais, c'est pas faux ce que tu dis. Ouais, ouais, Bertrand, t'as raison, t'as raison. Bah, il y a une genre, tu vois, on refait un peu toujours la même chose. D'habitude, peut-être qu'au début, c'était quali, mais le mec qui était là ou la meuf qui l'avait lancé, en fait, il est plus mais c'est toujours dans les agendas. Ouais, c'est exactement ça. Tu vois, il y a une genre d'histoire Une histoire de qui ouf. potentiellement se délète, tu vois, avec le temps. Tu as complètement raison, des fois, c'est même plus la même personne qui l'anime, mais bon, elle a remplacé la première qui était là. La première, elle avait une attention précise, elle avait un objectif précis, elle a invité des personnes avec, j'imagine, des idées et des attentes
là aussi précises. Et puis, avec le temps, ça se délète et ça peut devenir un peu catastrophique. Alors, j'ai vu des inverses en fait aussi. J'ai vu des gens qui montaient des réunions et qui sont partis, et tout d'un coup, tu as le nouveau qui arrive et qui reprend, qui remet le truc à plat. Ok, vous pouvez m'expliquer quel est l'objectif de la réunion, qui c'est que j'invite, mais pourquoi il est là? Tu sais, la personne un peu curieuse en fait. Ouais. Et potentiellement, elle remet un truc de dingue, quoi. Mais parce que on est reparti sur le sens, on est parti sur l'objectif, on est reparti sur qu'attends-tu de moi, tu vois, les basiques, basiques, basiques. Et après, une méthode d'animation claire et nette, on met les sujets prioritaires en premier, on vérifie si tout le monde est OK avec l'agenda qu'on a fait un petit peu avant. Potentiellement, on se coupe la réunion, on fait plus 1 heure, on arrête parce qu'une heure, on n'a même pas le temps d'aller à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? On fait 50 minutes, ça laisse 10 minutes pour sortir de la réunion, aller tranquillement à l'autre pour ceux qui en enchaînent. En tout cas, des gens un petit peu que ça intéresse en fait et qui remettent un peu le truc à plat et avec de la curiosité, de l'envie, du bon sens et ça peut repartir aussi. Moi, j'irais sur un truc aussi tu vois, d'un mode prise de conscience de cartographie des réunions existantes. C'est-à-dire, tu te mets sur le tenant Microsoft et tu analyses ça, Ah tu oui. vois, en termes de réunionologie d'audit. Moi, je kifferais, tu vois, CIO Office, c'est une façon, c'est ce qu'ils font un peu à la mano. Cartographier les réunions, comprendre le nombre, etc. Tu peux avoir tu peux avoir vraiment des datas sur l'inefficience de l'organisation. Parce que, en fait, Mais on le fait, Bertrand, je te rassure, on le fait. Alors oui, moi, en tant j'imagine. que coach agile, alors les réunions, tu vois, elles sont calées avec des objectifs précis, des invitations. Donc très souvent, et tu vois, je le fais pour un ministère là à Paris, je vais les voir demain. Bah, je suis allé observer leur réunion. Alors leur cérémonie. On est en agile, donc leur cérémonie. Et on a débriefé. Est-ce qu'on est dans le cadre? Est-ce qu'on n'est pas dans le cadre? Est-ce que c'est utile, pas utile, etc. Mais quand on n'est pas dans le monde agile, il y a, comme tu dis, un audit, une observation de toutes les réunions. Si la boîte, elle est OK pour ça, on remet tout à plat pour voir bah, si ça colle en fait. Si Bien ça sûr. Ouais. colle. Et comme tu dis, où est-ce qu'on prend des décisions? Où est-ce qu'on transfère de l'information pour avoir de l'engagement, etc. Parce qu'on on dit avec Louis, la réunion, c'est la transmission de la stratégie, quoi. C'est pas, c'est que tu vois, ça se déverse de réunion en réunion jusqu'à l'équipier ou l'équipière. Et si on n'est pas vraiment efficace à chaque étape, à la fin, on a un message qui est complètement déformé, sur lequel personne ne comprend plus rien. On ne sait plus ce qu'ils attendent des gens. Et la remontée après ne se fait pas, même les alertes, toute cette gestion-là. C'est vraiment ouais, la partie un peu organique de synchro, de partage d'informations, de remontée d'alerte, etc. Pour moi, c'est un peu le poumon, hein, tu vois, toutes les réunions à tous les niveaux. Hein. À tous les niveaux, ça c'est Ouais, sûr. ouais. Et donc, d'avoir un, je sais pas comment dire ça, un genre de système de réunion Qui qui est est efficace. efficace, Mais regarde, nous, on c'est s'est cool. rendu compte d'un truc. Dans les boîtes, les TPO, chefs de projet dev, ce qui te fait vivre, c'est les tâches. Tu as, Hein. du livrable, etc. Normalement, les sponsors, les boss, c'est les décisions. Quelle boîte a un Kanban, un registre des décisions prises? Nous, tu vois, avec Arsas, on a la feature décision. À chaque fois qu'on le présente, c'est révélation. Putain, on n'a pas de truc de décision. Alors que des fois, dans plein de cas, ça aide. Hein. Quand tu as des prestataires externes, quand tu as, du multi en boîte, quand tu as de l'ISO, ça reste, mais mineur, mineur. Parce qu'en fait, on a une culture de l'oral qui protège les boss et l'écrit, ça les responsabilise. D'où aussi une forme de laxisme top management qui est sur le tracking des gains. C'est-à-dire, pourquoi les gains, on ne les regarde pas après? Bah, parce qu'en fait, ça montre une forme de bon, pas bon sur des top management. Et le top management, il s'entretient à lui-même dans le fait qu'il est au top management. C'est-à-dire qu'un DG, il a peur de son DAF, le DAF a peur de son DSI, de son DG. Non, mais tu vois, c'est une cascade de relations de pouvoir assez compliquées. Le gars qui arrive, comme tu disais, un peu le nouveau, là, qui gratte et qui pose des questions, s'il fait ça trop longtemps, il va pas tenir. Ça peut Sauf être, s'il y a une vraie culture de boîte de dire: «Vas-y, on prend le». Moi, je me souviens, j'ai eu une réunion avec, c'était une ETI où je me souviens d'un manager dire quelque chose qui était super fort en réunion, mais c'est la seule fois, quoi. On était sur un échange de pilote assez touchy,
techniques qui coûtaient de l'argent, etc. Et je présentais les plans, option A la plus risquée, mais celle où il y a le plus d'impact, l'option B la plus sécure, etc. Et du coup, en gros, le management va aller sur un truc le moins risqué, un bon compromis. Le compromis dans le sens se sécuriser groupe. Et Mmh. là, le top manager dit: «Non, mais nous, on est chez», ils disent le nom de la boîte, hein, «on fait ce qui doit être fait pour l'organisation». Dire ça, c'est une vraie décision. Et donc là, lui, il aurait pu le mettre à l'écrit. Je suis pas certain que la majorité des décisions aujourd'hui qui sont prises par les managers, ils aient envie qu'elles soient par écrites. Mmh. Et Alors donc moi, du coup, ça questionne ça. je vois complètement de quoi tu parles, Bertrand. Et il y a très longtemps, alors tu vois, c'est la barbe blanche, tu vois. On disait, bon, on a pris IBM, on pouvait pas se planter, en fait, De tu vois. ouf, de ouf. Mais c'est encore le cas de ouf, hein, sur plein de choses. Moi, quand on vient me chercher sur Airsas, on me compare des fois à des gens qui font des milliards et en gros, c'est un risque pour ces gens-là de venir nous voir. Après, moi, dans les contextes où je suis, hein, j'ai des super clients parce que je les aime. Non, mais bon, j'ai des managers qui n'ont pas peur, qui assument leurs décisions, qui peuvent aller à l'écrit, hein, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai pas trop ce cas-là. Par contre, la partie décision, moi, je la retrouve plus dans les couches basses, entre guillemets, dans la tech. Hein. Architecture, track record. Ah ouais, c'est quoi les décisions qu'on a prises sur l'architecture? Parce que là, je viens de voir un truc, c'est vraiment moche et tout. Mais moi, des fois, je suis des clients. Il y en a un que je suis depuis 2019. Et je suis aussi dans les équipes, tu vois, et je vois les décisions qu'ils prennent, etc. Même les décisions techniques. Alors, je suis ancien architecte, mais je dis plus rien, mais j'écoute. Et quand 5 ans plus tard, tu as des gars qui disent non, mais c'est nul ce qu'ils ont fait, il faut tout refaire, et tous les 2 ans, il faut tout refaire. Euh, Sauf La qu'ils savent. classique. Ouais, mais ils savent pas qu'à l'époque, on avait cette contrainte, cette contrainte, cette contrainte. Le framework bidule, il n'était pas encore sec. La contrainte financière, elle était comme si. La compétence des personnes, c'était du Java, c'était pas du Python, je sais pas quoi. Et maintenant, vraiment, quand je vais voir certaines équipes, je leur dis, n'hésitez pas à vous faire un petit track des décisions parce que et foutez-la très proche du code. Comme ça, on ne sera pas paumé dans je sais pas quel outil. Mais bon, si dans AirSAS, vous avez ça, tu vois. Mais je veux dire, à tous les niveaux, parce que sinon, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, on va commencer à critiquer, mais on critique parce qu'on n'a pas l'information. Tu vois, on a perdu l'histoire. Il y a encore une notion de récit, d'histoire. On a perdu le sens de tout ça. Est-ce que tu penses que la première réunion, c'est les réunions du COMEX qu'il faut aller taper pour que les top managers comprennent la qualité des réunions et aient envie de faire transpirer ça dans l'organisation? C'est quoi ton chemin préféré? Est-ce que c'est celui-là ou est-ce que Oui, c'est oui, oui, mais oui. Bah oui, tu vas voir un peu comment les top managers déjà travaillent entre eux. Parce que très souvent, tu sais, ça découle. Très souvent, tu as des domaines. Tu vois, le domaine de la finance, le domaine du commerce. Donc, si ces top managers qui sont quelque part les représentants, tu vois, du domaine finance, du domaine commerce, du domaine marketing, c'est pas fluide sur cette équipe-là, en fait, de top managers. Moi, c'est difficile que ça soit fluide en dessous, en fait. Mais quand je dis fluide, c'est-à-dire que leur façon, leur protocole de travail, tu vois, de prise de décision, de présentation, de responsabilisation, etc. S'il n'est pas clair à ce niveau-là, c'est difficile après pour eux de l'éclaircir plus bas. OK. Donc, c'est très, très, très souvent le super bon point d'entrée. Et agilité, c'est pareil, tu vois. Souvent, quand j'arrive à présenter ce que c'est, à quoi ça sert pas au top management, après, ça déroule beaucoup, beaucoup mieux. Tu vois, c'est pas vous me faites ça et puis moi je veux pas ça. Non, non, ça vous impacte en fait. Ça va impacter les RH, ça va impacter vos gates, ça va tout impacter en fait si on le fait vraiment bien et vraiment utile pour vous. Hein, voilà. Et pareil pour la partie réunion. Très souvent, on prend ce qu'on appelle des pionniers. Et souvent, on essaye de prendre des pionniers dans les comités les plus hauts pour que même, tu vois, en termes de prise de décision, ils disent, ah non, mais votre méthodo, là, elle est super. Donc après, tu vois, ils peuvent, entre guillemets, faire un chèque, aller former beaucoup plus en profondeur. Et en plus, donc, on a deux bénéfices. Déjà, eux, ils sont formés. Donc, ils vont être capables d'être exemplaires. Ça leur coûte pas trop cher parce qu'ils sont en général 8-10, tu Ouais, vois ouais, ce que je veux dire. c'est pas du volume. C'est pas du volume et ils sont beaucoup plus à l'aise pour prendre la décision des next steps, tu vois.
Bien sûr, J'ai ouais. envie de te dire, ils sont formés, ils disent: «Le truc est nul», on s'arrête là. Ouais, Bon, non, ça sert à rien. ça c'est voilà, ça arrive pas, tant mieux parce que voilà, mais comme ça, ils peuvent prendre la décision en étant tranquilles et puis eux, après, ils sont à l'aise aussi, s'ils l'étaient pas déjà, dans la prépa, le lancement, l'animation et la clôture en fait des réunions parce qu'ils font beaucoup ça. Et ils font ça bah, en interne, mais quand tu vas voir un client, et aussi dans une forme de réunion. Donc si t'es pas structuré, si t'es pas efficace, le client il va déjà se dire ouais, bon c'était sympa de lui parler, hein. On en... Qu'est-ce qui ressort en fait? Voilà, l'agenda était pas clair, je sais pas trop à la fin les actions qu'on a décidées, les décisions qu'on a prises. Donc c'est un outil, tu vois, on devrait presque former à l'école en fait. On devrait former à l'école là-dessus. Et donner le goût et l'importance. Tu parlais du TEDx, moi j'ai fait un TEDx. Typiquement, un manager, il va passer 43 000 heures en réunion, tu vois. C'est le truc, ça va prendre 20 ans de sa vie professionnelle. 20 ans à temps plein hein, de sa vie Ouais. professionnelle. La réunion, peut-être, elle devient le seul lieu du groupe avec le remote, avec les visios, avec, tout ça. Donc on est attaché aux réunions. En fait, les réunions, c'est un truc de manager et en fait, en tant que manager, tes équipes taffent, je suis blanc ou noir. Mais toi, tu crées du lien social dans le reste de la boîte pour, pallier, au dysfonctionnement, mais aussi pour te faire connaître d'une manière ou d'une autre. Hem, à quoi sert une réunion d'un point de vue pouvoir pour les managers de manière inconsciente? Je dis pas que c'est conscient. Est-ce que c'est On est en train de parler des égos là, quelque part. ouais, alors, égaux parce que, si on prend les gens qui auraient des égos, démesurés, déplacés, mais même, tu vois, si on parle de managers, qui ont des égos normaux, enfin des gens normaux, en fait, être présent en réunion, avec d'autres managers assoit un pouvoir qu'ils ont. Ce que je veux dire, c'est que pour changer les réunions, il faut aussi changer les lieux de pouvoir. Hmm. Heu, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, alors, il y a deux choses hein, que je sépare souvent. C'est quand tu as un échange, en fait, c'est la discussion et la décision. Tu vois? Voilà. Ben, moi, ce que j'adore, hein, c'est rapprocher les utilisateurs des développeurs, des faiseurs. Tu vois, parce qu'en effet, là, on parlait de pouvoir, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils vont se dire? Qu'est-ce qu'ils vont décider? On veut pas que, on veut maîtriser le truc en fait. Bon. Et à tous ces managers, je leur ai dit, et aux gens utilisateurs, demandeurs et faiseurs, je leur ai dit, on fait certains moments d'échange pour discuter, se comprendre, mieux connaître le métier, mieux connaître l'usage, etc., etc. Par contre, on ne décide pas. Voilà. La décision, on peut remonter hein, des demandes, il n'y a aucun problème. Mais la décision, c'est un autre moment. C'est avec d'autres rôles hein, en agile, entre guillemets, product owner, product manager, etc. Business owner et tout. Mais je pense que la réunion est un lieu de pouvoir et ouais, donc du coup, si tu réduis ces lieux-là, d'un coup, tu réduis aussi, l'influence, des gens et cetera. C'est l'endroit où ils peuvent exercer un pouvoir, c'est là où ils peuvent l'influencer. C'est donc du coup, challenger les réunions, c'est aussi challenger, la manière dont le pouvoir se transmet dans les organisations. ouais, mais t'as raison, Bertrand, en effet. Et puis en plus, tu as le biais de confirmation. Le premier qui va prendre la parole dans la réunion, bah, globalement, hop, les autres vont à peu près suivre, hein, en Mmh. général. Donc, tu es en train de dire, si des fois on diminuait finalement les réunions, on diminuerait les lieux de pouvoir et ça serait peut-être un peu plus plat. Je sais En fait, pas. je dis juste que les gens, sans en être conscient, si tu viens challenger le nombre de réunions, inconsciemment, tu challenges l'endroit où ils peuvent influencer et donc du coup, sans que ça soit dit, sans que ça soit conscient, potentiellement, ils peuvent appuyer sur un frein. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis qu'il y a une forme d'être très clair et très précis sur comment vont se prendre les décisions, comment tu vas savoir les décisions et que ça va être un des enjeux pour le manager de comprendre la nouvelle façon de, avoir l'information, de participer aux décisions. Tu vois, par exemple, c'est très bête, hein, tu peux très bien avoir sur un thread Slack ou Teams un échange asynchrone pendant un mois sur des décisions d'architecture qui sont intéressantes, qui permettent, tu vois, de prendre du temps, machin, et ensuite avoir une réunion synchrone parce qu'il y a plein de gens qui ont collaboré. Il faut que les gens comprennent que ce thread-là
dans Teams, il était méga important dans la réflexion et cetera et que si tu arrives à la fin, que tu as pas participé, que tu viens de dire un truc et tout, bah, tu as intérêt à t'accrocher parce qu'il va falloir avoir tout lu, tout compris, machin et cetera parce qu'à un moment donné, les gens, ils ont aussi grandi dans les échanges, les machins et tout. Donc ce thread-là devient aussi un truc de pouvoir. Ouais, tout à fait. Donc, oui, oui, c'est un échange. Sur le long terme, qui permet à tout le monde de participer de manière construite, qui va Ouais, déboucher sur un moment synchrone parce qu'il ouais. faut, converger, qui peut être un workshop. Mais du coup Ouais, mais du coup, là, tu es en train de reparler quelque part de la gouvernance. Et là, c'est vrai qu'il faut être très clair, en fait. C'est quelles sont- quelle est notre gouvernance, comment elle fonctionne, à travers quelle réunion ou à travers quel autre système. exactement. Et Ouais. moi, je parle de système, tu vois, du coup. S'il y a une réunion sur un projet et tu vas lancer le sujet peut-être, tu vois, dont tu parlais là d'architecture, hein, donc qui a été discuté dans un thread Slack, je pense que c'est quand même une excellente idée de remettre le contexte. Bonjour à tous. Je vous précise que ce sujet a démarré il y a déjà 1 mois et demi par une bonne trentaine d'échanges sur Slack. Et aujourd'hui, on est réunis ensemble pour décider sur ce point ou ce point. Donc, et de préciser dans la réunion, hein, l'objectif, c'est de décider, je dis n'importe quoi, hein, l'architecture ou je sais pas quoi, et d'inviter les bonnes personnes. Donc, ouais, c'est cette gouvernance et donc cette courroie de transmission de la stratégie, mais là, ça peut être une stratégie technique, ça peut être une stratégie commerciale, etc. Ouais, il faut qu'elle soit hyper claire pour tous. Est-ce qu'on décide seulement via 3 messages Slack, machin, ou est-ce qu'on décide par une réunion et à quelle cadence? Il y a encore toujours cette problématique de cadence, etc. Ouais, ouais, c'est vraiment hyper important et un vrai sujet que les choses soient bien claires en termes de gouvernance. Quand est-ce qu'on prend les décisions, avec qui et avec quels inputs? OK. Et donc du coup, on revient sur le mot compliqué dans les organisations, le mot gouvernance. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est pas sexy, hein, mais en fait, je pense que les gens, ils ont tellement l'habitude que la boîte continue à avancer, fonctionne, alors que la gouvernance est pétée, que, que Et pourquoi ça, et pourquoi juste, changer ça, quoi, tu vois? Le ouais, statu quo de ça, c'est compliqué. ouais, mais et juste un tout petit moment sur le sujet, mais j'ai la chance aujourd'hui vraiment, tu vois, d'agir à tous les niveaux. Ouais, Top management, COMEX. plus que dans les équipes. Et je vois des contextes où les équipes sont, je les trouve admirables en fait. Parce que même quand les décisions sont pas claires, elles avancent. Et quelque part, tu vois, nous en agilité, on a est-ce que c'est prêt? Hein, definition of ready. Est-ce que le truc il est prêt à lancer en réalisation ou quoi que ce soit? Mais il y a plein de fois où c'est pas ready en fait. Et malgré tout, les équipes ont compris à quel point il fallait de toute façon que ça sorte pour les utilisateurs, les utilisatrices, tu vois. Et quelque part, il y a des fois la couche du dessus qui a pas le temps de faire son boulot d'ordonnancement, de choix, etc. Et les équipes qui avancent quand même. Et ça, je trouve ça incroyable. Tu vois, c'est un peu comme des fourmis qui disent, bah allez, vous déciderez plus tard, nous on avance en fait. Si on revient sur la question initiale, au final, c'est, pourquoi changer alors qu'on avance? Pourquoi, challenger le statu quo? À quel prix? Est-ce que c'est vraiment mon focus par rapport à en tant qu'organisation, par rapport aux 100 priorités qui peuvent, m'impacter de dingue? Bah, c'est pas si évident. Moi, je te dis, je vois souvent du ras-le-bol, tu sais, mais un peu comme dans nos vies perso, tu sais. Tu reçois une analyse de sang, tu vois, moi j'ai la cinquantaine, nanani, nanana, est-ce que j'ai du cholestérol ou quoi que ce soit. Quand tout d'un coup on te dit, attention, vous avez un peu de cholestérol, ah, ok, bah je vais faire attention à mon alimentation. Donc un peu dans les boîtes, c'est pareil. Il y a un moment, moi Il y a un je sens, thermomètre. ouais, il y a un moment, ça peut plus durer parce que sinon ça va vraiment faire un gros dégât en fait. Tu vois, c'est ça. Mais du coup, tu vois, il faut vraiment que ça aille, vraiment loin. J'ai eu d'autres conditions, que ça soit pour l'agilité ou la réunion, où tu avais des gens qui avaient envie d'expérimenter. C'est pas on n'y arrive plus comme ça, c'est on a entendu parler de ça, ben on aimerait bien savoir, essayer, voir si ça serait bien pour notre boîte. Et là, je peux te dire que c'est des conditions vraiment hyper agréables. On n'est pas sous stress, on n'est pas sous pression. Et d'amener un nouveau concept, que ça soit l'agilité, que ça soit la réuniologie ou quoi que ce soit,
pour essayer, voir si ça pourrait être utile à la boîte, débriefer. Mais là, c'est vraiment hyper agréable de faire entrer ces choses-là, ces nouvelles compétences dans les boîtes, quand elles les prennent comme de nouvelles options possibles et plus des impératifs, sinon tout va péter. Ouais, non, mais bien sûr. Mais par exemple, tu vois, moi, je vois 2 choses qui sont compliquées dans la prise de conscience d'une direction générale. Premièrement, avec tous les problèmes de cybersécurité et cetera, ils te laissent pas facilement plugger un outil sur, leurs agendas pour faire des analyses et cetera, qui pourraient te donner plein d'informations, alors qu'ils ont plein de choses. Et après, il y a la question du benchmark par rapport à des boîtes de leur même taille, un même chiffre d'affaires. Comme ils ont pas ça, bah, c'est compliqué de se positionner. Moi, j'en suis où et moi par rapport aux autres. Donc au final, tu es quelque part, mais tu sais pas trop et donc du coup, il fonctionne quand même, tu vois, dans tout ce bruit d'informationnel, tu as besoin d'être un peu plus, data orienté, Mmh, sur ce genre de choses et j'ai l'impression que sinon, comme tu dis, c'est une question de feeling par rapport à un ras-le-bol et quand il est là, c'est qu'il est déjà assez élevé. Alors que la data aujourd'hui existante pourrait déjà montrer tout une à forme fait. d'inefficience chronique, on va dire. On n'a pas encore beaucoup switché, en tout cas dans les contextes, hein, que je vois, sur cette notion de data. Et en effet, tu parlais de thermomètre tout à l'heure. C'est l'être humain qui est le thermomètre aujourd'hui. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va, mais il faudrait pas plus? Ou est-ce que je suis déjà à 120%, je suis en train de me cramer? Hein? Donc aujourd'hui, c'est un petit peu ça le thermomètre. Et ouais, ça serait peut-être bien de commencer à aller vers un petit peu de data, surtout que on commence, alors, en effet, c'est pas toujours très accessible ou par des raisons de sécurité ou d'autres problématiques, hein, mais on commence à avoir pas mal d'outils, pas En fait, mal, on a de la donnée. Par on a de contre, la donnée. aujourd'hui, il y a quand même les risques cyber, ont fait que l'ouverture des systèmes d'information pour aller Mm. faire ce genre de choses, Ouais. dès que tu es une certaine taille, devient, quand même beaucoup plus chronophage et coûteux. Ouais, et puis la RGPD aussi. Ah. Mais ouais, après, je pense que ça peut venir gentiment. Et après, il y a des datas, bah, je pense, tu vois, typiquement en agile, sur de la business value, où on commence à mettre quand même alors, des indicateurs qu'on essaie objectifs, mais on commence à mesurer la valeur qu'on qu'on- qu'on envisage de produire et la valeur qu'on a l'impression de constater. Donc, on commence à avoir un petit peu de data, mais je te rejoins, je trouve qu'on est plutôt au début. Il y a peut-être d'autres boîtes où ils sont vraiment data driven et tout est logué et utilisé. Euh, ouais, je pense qu'on peut améliorer un petit peu les choses sur ce domaine-là. Ouais. Bon, trop cool. Bah, écoute Philippe, on arrive à la fin de cet épisode. On aura bien geeké sur les réunions. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as un point sur lequel tu voudrais, revenir? Juste un point, c'est que le progrès est possible. Là où des fois, alors moi sur l'agilité, je lâchais pas, hein. J'ai vraiment toujours envie que le sens soit là et que ça soit utile. Et s'il y en a un qui me dit c'est pas utile, ok, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Mais sur les réunions, tu vois, d'une manière générale, il y avait un peu un truc du style, c'est un passage obligé, c'est un mauvais moment à passer, tu vois ce que je veux dire. Or, le progrès est vraiment, vraiment possible. Et Voilà, c'est vrai que le voilà. progrès est vraiment possible. À quel coût? En temps non, mais c'est intéressant, tu vois? Parce que c'est toujours pareil. Voilà, une journée de formation, 2 mois de suivi, mais de Ouais, de moi, suivi, même de suivi dans la réunion pour voir si les bonnes pratiques sont bien faites et ouais, cetera. et puis de mise en œuvre sur vos réunions. On va pas faire des réunions fictives ou quoi que ce soit, donc Ouais, c'est tout de suite utile. très Donc pratico-pratique. ouais, ouais, franchement, par rapport au temps qui est dépensé et perdu par, un paquet de monde, c'est presque gratos. Ça me va très bien. On l'a déjà fait nous aussi sur plusieurs typologies de réunions qui sont des réunions, tu vois, liées au processus sur lesquels nous on intervient avec Bien Arsaf sûr. et on le fait comme tu le dis, hein, c'est en 1 on écoute, on regarde, ensuite on fait un retour sur ce qu'on a vu, ce qui nous paraît chelou avec Ouais, eux et après on les aide à mettre en pratique pendant 2 mois en étant soit une fois tous les 15 jours. ouais. Et ce qui est génial, c'est qu'avec Ersas, vous avez la data quelque part. Tu peux dire aux gens, voilà, vous faites une réunion sur le budget, bah, les indicateurs, ils sont là et Ah ben là nous, et là. on travaille sur autant la préparation avec la data, que l'animation avec la data, que le tracking et cetera. En gros, nous, c'est que tout est une question de démarche outillée.
Mmh. J'ai pas envie, tu vois, quand tu retapes ta maison, Tout à donc en fait. gros, si je dis: «J'améliore mes réunions», bah, c'est une démarche d'amélioration de réunions avec un outil qui va me permettre de simplifier énormément de choses. C'est toujours une question de démarche outillée. À partir du moment où tu arrêtes parce que moi j'aime pas ces genres de position entre, le consultant, le framework, l'outil. Je pense que c'est un tout qui doit bien fonctionner et s'il y en a un des 3 qui est un peu, qui est un peu boiteux, le tout marche pas. Je suis totalement en phase avec ce que tu dis, Bertrand, totalement. Et donc du coup, bah, il faut on essaye d'être le meilleur outil pour accompagner les organisations dans leur démarche, tu vois, de capacitaire, de scénarisation, de tracking des gains. Dans une démarche où on croit à une logique de quarter, pas mensuel, pas 6 semaines, pas semestriel, de quarter, et où, on va faire en sorte que ça soit où on va aller chercher des arbitrages en continu et on voit que tu vois, par exemple, un Jira qui est avec tous les PI planning et tout ça, les mecs, ils ont fait les RTE et cetera. Franchement, ils font des usines à gaz sur Jira. À la fin, je trouve que la démarche PI planning qui est fait dans les grands comptes, adossée à Jira, ça dessert la logique puisque du coup, bah, tu vois, moi, dans le PI planning, que de mes clients que je vois, bah, il y a aucun métier qui est sur Jira. Il y a aucune direction qui est sur Jira. Les reports sont faits sur Power BI, Excel, import et cetera. Ils sont faux à sur les 3 4 derniers parce que et en fait, du coup, tu desserres le truc et je pense que c'est vrai sur beaucoup de choses. Ouais, ouais, mais moi je l'observe malheureusement, dans de nombreux contextes. Jira n'est pas fait pour ça. Et Donc non, Jira, mais tu oui, vois, mais si c'est tu veux, vraiment c'est mais je suis d'accord, mais le truc, c'est que les gens, comme en fait, ils ont un outil, ils vont oui, tout foutre dessus et en fait, ils creusent le trou de leur propre de ce qu'ils veulent mettre en place et les ouais. RTE sont les complices de ça. Les Ben, RTE, c'est les disons complices. qu'après, faut d'autres outils. Donc, tu vois, le Jira, il est vraiment adapté Non, mais tu prends les au niveau sprints, équipe. tu prends les sprints, tu prends les équipes, pas de problème, mais quand tu es un RTE, Et quand quand tu tu es montes, bah oui. et mais quand tu es un artisan, tu dois dire: «Non, on va pas bricoler, stop, ça va Oui, pas oui, oui, fonctionner» oui. et ça Mais il y a pas moi, j'avais un peu bossé, avec ceux qui font Jira, mais souvent il y a des problématiques, tu vois, de licence, de coûts qui augmentent je sais. et en effet, il y a une incompréhension. Tout le monde croit que Jira peut tout faire. Or, Jira, c'est équipe et pour le dessus, donc le niveau train de service, hein, vous appelez ça comment, et voire même au-dessus, hein, budget de la boîte, etc., ça n'est pas fait pour. C'est juste pas fait pour. Donc, démarche outillée, hein. On veut mettre en place une démarche avec Voilà. des bonnes personnes. Comment on va l'utiliser de la manière parfaite? Parce que sinon, l'un de ces 3 qui marche pas et moi je le vois, hein, tu prends un mauvais PMO, dans mes clients, il te tue la démarche, il te tue l'outil, un mauvais c'est vrai et c'est sur le truc et quand moi, Airsas, on a, des complexités sur un point précis qui est super important pour eux, on peut nuire à leur démarche et donc, du coup, la question, c'est d'être transparent avec ça, parce que sinon, en fait, tu vois, sur la branche sur laquelle tu es assise j'ai des gens qui sont venus me voir en disant: «On va prendre Airсas pour le tracking des décisions et uniquement pour ça». Déjà, parce que on n'arrive pas à avoir ça et on a des filiales, des machins et tout. Enfin, il y a ce truc, sur quel objet on appuie et Ouais. comment le scale, quoi. Ouais, tout à fait. Mais je suis complètement en phase avec toi sur ce triptyque, hein, global, qui fait que ça marche. Et dès qu'il manque soit l'outillage, soit la L'accompagnement. méthode, soit Ouais, etc., c'est compliqué. c'est com Vera est assez détesté entre guillemets dans certains contextes, mais parce qu'on a essayé de lui faire faire des choses pour lesquelles il n'est pas fait pour. un Voilà. Jira, il est très, très bon dans plein de use cases. Ils vont aller chercher de la thune en vendant un all-in-one. Donc ils sont aussi responsables, du problème qu'ils créent. Donc en fait, en créant des all-in-one, bah, à un moment donné, tu vois, ça fonctionne plus aussi bien que ça. Mmh. Et donc du coup, la question d'arriver à dire: «OK, on a cet outil qui marche très bien sur ça, mais on va aller très bien intégrer une autre brique qui est dédiée à ce type de population sur ces processus-là» et beh, aujourd'hui, c'est pas ça le cœur. En France, dans tous les cas. Aux États-Unis, ils sont beaucoup plus briques de Lego. OK. Mais ils vont aller chercher Gong, ils vont aller chercher plein d'outils bien connectés avec une vraie volonté d'intégration, et ils vont plutôt se méfier des all-in-one, sur vraiment la totalité. Ouais, Heu, ouais. donc tu vois, après il y a aussi des cultures, logicielles qui impactent les processus et les personnes. Carrément, carrément. Et du coup, quand c'est mal outillé, les processus qui vont derrière sont complètement délirants.
Délirant. Et ça fait, beaucoup de friction et beaucoup de freins. Voilà, mais ça serait l'objet d'un Ouais. autre épisode. Non, mais digitaliser un processus, mais pour que OK, mais pour que le processus doit être bon. Moi, des fois, on vient de me dire: «Digitaliser un processus de reporting» et je dis: «Mais en fait, c'est la nature de votre reporting qui est pas bonne puisque ce que vous y mettez par» donc avant de le digitaliser, challengeons le reporting à lui-même et en général, c'est la boîte de Pandore parce que c'est une un empilement de renoncements et de non-choix, qui arrive à un reporting ubuesque. Et en agile, tu sais, on a les principes et moi, il y en a un que je mets un peu dans le sens, c'est les outils et les processus au service des individus et des interactions. Ayons Ouais, des outils et des processus qui permettent aux êtres humains, pour l'instant, hein, on n'a pas parlé d'IA, hein, mais de collaborer et de travailler en se disant, mais c'est top, j'ai un outil qui me permet d'être hyper efficace et j'ai un processus associé qui est top aussi, quoi. Si c'est le contraire, et c'est des fois le contraire, hein, mauvais outil ou mauvais processus, et après les humains, ils doivent se débrouiller avec ça. Ben, bon, moi, ça me fait du travail, ouais, ouais, mais c'est pas ça le me fait plus puissant. bosser, mais voilà, il y a un vrai sujet là-dessus. Trop cool, Philippe. Merci pour tout. C'était super intéressant. Ben, merci à toi. Si les gens veulent te contacter, ils peuvent te contacter directement sur LinkedIn. On mettra ton lien dans l'épisode. Exactement. Trop cool.